Odiatu, comme annoncé, notre invité du jour, c'est le député Djeri Tama, président du groupe parlementaire NET PDP. Il est membre de la commission spéciale d'enquête mise en place récemment par l'Assemblée nationale pour enquêter sur la gestion des fonds du coronavirus. Ils sont 27 membres dans cette commission. Ils ont 45 jours pour déposer leur rapport devant la table de la présidente de l'Assemblée nationale. Il est avec nous ce matin, M. Djeri Tama. Bonjour. Bonjour. On a suivi hier, vous êtes amoureux du foot, je pense, le tirage au sort de la 34e édition de la CAN 2024 qui va se jouer au pays des éléphants du 13 janvier au 11 février prochain. C'est vrai que ça fait 3 d'affilée que le Togo est absent à cette grande messe du foot continental. Mais globalement, comment vous avez vu les différents groupes? D'abord, c'est que mon intérêt pour ce tirage-là est moindre, oui. Parce que le Togo ne participe pas. Souvent, quand le Togo est là, on est hyper motivé. Oui. Aujourd'hui, il y a plus de petites équipes en Afrique. Il y a plus de petites équipes. Donc, du coup, moi je trouve que le tirage est équilibré. Le groupe A est un groupe très élevé avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria, la Guinée contre la Guinée-Bissau. Voilà, d'emblée les deux peuvent sortir, hein, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. On a vu par le passé le Cap-Vert. Tout le monde, je pense à la dernière quand tout le monde disait le Cap-Vert nous a fait la première participation et grande participation. Donc du coup, je trouve que les tirages sont équilibrés. Il n'y a plus de petites équipes. Il y a des équipes qui vont nous surprendre. De toute façon, si elles sont là, c'est parce qu'elles ont ils méritent quand même. Voilà, le groupe B, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et puis Mozambique. Moi, c'est le Ghana qui, ces derniers temps, m'a beaucoup déçu. On a toujours eu l'habitude d'avoir une équipe ghanéenne conquérante. Même l'Égypte aussi a été assez décevant sur les 2 derniers CAN. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait une équipe égyptienne qui raflait tout. Donc du coup, je pense que là aussi, c'est un groupe plutôt équilibré. On ne peut pas pronostiquer de fait. C'est-à-dire que si on était, il y a une dizaine d'années, on aurait dit que Égypte-Ghana vont sortir d'emblée. Mais non. Okay. Le groupe C avec le tenant du titre, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et puis la Gambie. On a aussi une équipe gambienne qui crée la surprise. On l'a vu se qualifier à la dernière minute, à la dernière journée pour cette grande messe-là. Mais le choc, ce groupe, c'est entre le Sénégal et le Cameroun. Non, le choc, c'est entre le Sénégal et la Gambie. Les 2 pays limitrophes. Non, mais non, la Gambie est dans le Sénégal. La Sénégambie, comme dit voilà. Donc du coup, pour moi, le choc réellement, c'est que le petit poussé qui est entouré par le grand Sénégal. Je pense que pour moi, le choc, le match qui sera suivi par le plus de passionnés, c'est le match Sénégal-Gambie. Mais bon, il y a un choc réel aussi entre le Sénégal et le Cameroun. C'est 2 grandes équipes. Ils ont même un match amical en vue. Voilà. Donc bon, je pense que c'est aussi un groupe qui est très relevé. Mais pour moi, ce qui serait vraiment particulièrement intéressant, c'est le match Sénégal-Gambie. Ok, la poule D, on aura des affiches comme l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et puis l'Angola. On a vu aussi le Burkina qui était sorti dans le groupe du Togo, le groupe C, premier. Mais une équipe algérienne aujourd'hui, comme on disait sur le continent, fait partie des top 5. Apparemment, on aura encore de beaux duels dans ce groupe. Oui, mais l'Algérie nous a habitués ces dernières années aussi à des échecs incompréhensibles. Et je pense que ça reste quand même un groupe équilibré. Je suis très content de voir le retour de Palancas Negras. Voilà, parce que autrefois c'est comme ça. Ça a toujours été une équipe avec un jeu chatoyant. Et donc c'est bien qu'ils reviennent. Je pense que c'est pour moi l'un des groupes les plus équilibrés où tout le monde a sa chance d'être qualifié au tour suivant. Ok, que dites-vous de la poule C où l'Afrique du Sud fait son grand retour? On sera aux côtés de la Namibie, du Mali et puis un autre pays maghrébin, la Tunisie. Là aussi, c'est un groupe qui peut réserver énormément de surprises. C'est vrai, l'Afrique du Sud nous a beaucoup surpris. Elle a été, quand ils ont commencé à participer au CAN, elle a survolé beaucoup les échanges. Et puis, subitement, plus rien.
Donc je pense que c'est un groupe aussi où tout le monde a sa chance. La Tunisie est une belle équipe, ils ont de très beaux joueurs. Et je pense que voilà, on peut pas, pour un groupe comme ça, on peut pas dire normalement c'est telle et telle personne qui va sortir parce que tout est possible. Tout est possible. Et puis le groupe F pour finir, le Maroc, la RD Congo aussi qui fait son grand retour, la Zambie et puis la Tanzanie, considérée comme le petit poussé. Ben moi j'étais en début d'année en Tanzanie. Aujourd'hui c'est le pays qui attire le plus de joueurs professionnels. Ils ont des équipements sportifs qui sont à un très haut niveau. Et je crois que c'est une équipe qui va nous surprendre. Parce que là, ils ont vraiment mis beaucoup d'argent pour le football, avec des académies et tout ça. Donc, je crois que peut-être qu'on n'a pas de grands joueurs tanzaniens dans les championnats occidentaux, mais ils font un travail de fond. Je pense qu'ils vont peut-être nous surprendre. Mais bon, c'est aussi un groupe avec le Maroc qui est aujourd'hui très bien classé. À la dernière Coupe du Monde, ils ont pu quand même relever ce défi. Voilà, une équipe qui a montré quand même qu'elle méritait d'être parmi les grands du monde. Mais non, je crois que... Monsieur, vous demandez à qui ira cette 34e édition? Non, je pense qu'aujourd'hui, le pays hôte, Côte d'Ivoire, ils ont de très beaux joueurs. Ils ont le 12e homme qui est le public. Et je pense qu'ils ont, à mon sens, beaucoup de chances de pouvoir remporter cette édition. Ok, c'est vrai que cette 34e édition, nous les Togolais, c'est devant nos postes téléviseurs que nous allons suivre cette CAN 2024. Mais avant, l'actualité chez nous, c'est les moments de pluie. Depuis certains moments, la capitale et ses environs enregistrent des grandes pluies et ces pluies ont aussi des conséquences sur la population, notamment dans les zones rurales, même en pleine capitale, on est dans l'inondation aussi. Mais Monsieur Djeritama, on a vu ce qui s'est passé à Blita avec la mort de 2 élèves récemment sur l'effondrement d'un bâtiment scolaire. D'abord, la gestion des inondations au Togo globalement, avant d'aller dans nos campagnes. Et ça fait beaucoup d'années qu'on est face à ce défi-là. Pourquoi on n'arrive pas à dompter cette inondation? Non, je pense qu'à Lomé, il y a eu des initiatives qui ont été prises. Le chef de l'État m'a fait une interview une fois en disant que avec les mesures qui sont prises, on n'aura plus d'inondation. Mais je crois qu'aujourd'hui, les bassins de rétention d'eau qui étaient supposés être soulagés sont devenus de gros problèmes. Aujourd'hui, dès qu'il y a une petite pluie, autrefois il y avait des petites pluies, on gérait encore. Aujourd'hui, dès qu'il y a une petite pluie, ces bassins-là sont devenus vraiment des cloaques qui bloquent même la circulation, qui inondent des maisons et tout ça. Donc je pense qu'il faut réfléchir au problème. Il faut revoir le problème parce que manifestement, quoi faisant, nous avons, moi je trouve que une capitale qui est en bordure de mer et de la lagune n'a pas le droit d'être inondée. Parce qu'il suffit tout simplement de trouver, par le moyen de canalisation, de drainer toutes les eaux vers la mer, soit vers la mer ou vers la lagune. On a le bassin du Zio qui est là, qui peut bien entendu absorber une bonne partie de l'eau et ça finit par se retrouver même dans le lac Togo. Et puis on a la mer. Donc aujourd'hui, ça paraît quand même assez gênant que à la moindre pluie, écoutez, il y a des pluies qu'on ne peut pas gérer. On a vu récemment à New York, il est tombé en une journée l'équivalent de près de 6 mois de pluie. Donc là, dans ce cas-là, on comprend. Mais ici, dès qu'il y a une petite pluie, automatiquement ces derniers temps, on a une inondation. Donc je pense que il faut qu'on revoie le système pour faire en sorte qu'on draine, qu'on mette un système d'égout qui draine les eaux pluviales. Parce que c'est les eaux pluviales qui drainent les eaux pluviales, soit vers la mer, soit vers la lagune. Sinon, mais pour certains aussi, les ouvrages ne répondent plus quand même aux aspirations. Techniquement, c'est comme si les ouvrages ne sont pas bien réalisés. Est-ce que vous avez cette impression aussi? Bon, que moi, les travaux sont bâclés parfois. D'abord, je ne suis pas ingénieur en civil, génie civil, mais pour moi, tant qu'on ne fait pas ce travail de drainage avec des égouts, ce qu'on mettra en place ne sera pas adapté. C'est parce que certainement c'est pas adapté que ça ne marche pas. Donc oui, aujourd'hui, si on veut raisonner par syllogisme, quand il pleut, il y a une inondation, donc ça veut dire que tout simplement, les ouvrages qui ont été mis en place ne sont pas fonctionnels. Mais au même moment, quand on a fini de se plaindre, il faut aussi reconnaître qu'on a un manque de civisme. On fait des caniveaux, et il y a des personnes qui prennent des ordures dures
pour aller mettre dans ces caniveaux. Et les bouchons n'ont rien de temps. Donc oui, c'est vrai que les ouvrages peuvent être indexés, mais il y a aussi les habitudes des consommateurs, les habitudes des populations qui finissent aussi par être un frein au bon fonctionnement de ces ouvrages. Donc il faut faire d'un côté le travail, mais de l'autre côté, il faut faire de la sensibilisation. Et pourquoi pas passer à des sanctions. Autrefois, on avait les inspecteurs d'hygiène qui circulaient dans les maisons, qui s'assuraient que, voilà, aujourd'hui, ça n'existe plus. Et donc, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et je pense que c'est des choses qu'il faut ramener. Ok. Et par rapport aux travaux des 13 maires du Grand Lomé, est-ce que vous pensez qu'il y a des efforts qui sont faits? Non, il y a des efforts qui sont faits, mais ils restent encore plutôt anecdotiques. C'est-à-dire que dans certaines communes, les besoins sont tels que, de toute façon, on ne peut pas consacrer une bonne partie des ressources pour ça. Et puis je rappelle aussi que Lomé est grandement géré par le district de Grand Lomé. C'est-à-dire que en réalité, les grands travaux d'aménagement sont du ressort du district de Grand Lomé parce que... Est-ce que vous trouvez ça normal, directement? Moi, je n'étais pas entièrement d'accord avec le district du Grand Lomé à l'époque, quand on a voté le texte à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, ça existe. On attend toujours ça fait maintenant 4 ans, on attend toujours la nomination des maires, du gouverneur et des conseillers et la désignation par les communes des 2 représentants par commune. Donc aujourd'hui on a un district de Grand Lomé qui n'est pas vraiment fonctionnel, faute de conseil et de gouverneur. Mais aujourd'hui l'intérêt d'avoir quelque chose, une entité qui coordonne l'ensemble des communes, c'est que par exemple si vous voulez faire un égout qui traverse 3 communes, on ne va pas le morceler et le laisser à la charge de chaque commune. Voilà. Donc le mieux, c'est d'avoir une entité qui va pouvoir, par exemple, dire on prend des égouts qui quittent à Ditukopé qui arrivent donc à la mer. Et donc c'est une entité supracommunale qui va pouvoir s'occuper de ce chantier-là. Donc, sur papier, ça peut être intéressant, mais bon, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas encore opérationnel. À l'intérieur du pays aussi, la situation est alarmante. Le cas de nos élèves, avec la pluie de ce matin, dans certains villages, il y aura certains élèves qui seront obligés de prendre des congés forcés parce que la voie sera impraticable. Le fleuve qui est dans la région sortira de son lit. Des situations qui empiètent sur la vie des élèves. On revient sur ce qui s'est passé à Beta, mais par rapport à ces fleuves-là qui sortent de leur lit, M. Diritama, votre base c'est l'Est Mono. Quelle est la situation? Parce qu'on sait qu'il y a certains ponts qui ont cédé depuis le temps colonial, qui sont là aujourd'hui. Comment vivent les élèves de l'Est Mono ces périodes de pluie? Non, je pense que les gens sont installés dans une sorte de fatalité. C'est-à-dire que je prends par exemple Kamina, qui est un des 7 cantons. Il y a un pont qui s'est effondré, qui n'est toujours pas encore mis en place. Il y a plusieurs rivières dans le secteur, que même dans quasiment toutes les préfectures, beaucoup plus du côté est, qui dès qu'il y a une pluie, la rivière sort de son lit. Et donc, comme vous le disiez, je me demande même si parfois, nous, quand t'es gamin, quand il pleut, on est bien content parce qu'on va pas aller à l'école. Et je suppose que les enfants, de toute façon, quand il pleut, que la rivière sort de son lit, ils savent que c'est fini, ils n'iront pas à l'école. C'est une situation dramatique. Nous, on a recensé, par exemple, rien que dans la préfecture de l'Est Mono, une dizaine de ponts, soit à faire, soit à réhabiliter. Et donc, vous imaginez, si vous multipliez ça par les 39 préfectures du pays, les besoins sont colossaux. Les besoins sont colossaux. Et je crois que aujourd'hui, on souffre aussi d'un second problème, c'est la mauvaise exécution des travaux qui sont confiés à des entreprises. J'étais encore dans l'Est Mono le vendredi dernier. Et je peux dire que j'ai traversé, j'ai fait, pour ceux qui connaissent, de Lavagnon jusqu'à Badiankopé, et j'ai au moins répertorié 6 ponceaux dont les travaux ont commencé et ne sont pas achevés. Et on voit même... Pour quelle raison? C'est ce que je dis, c'est que parfois on a des entreprises... Manque de moyens financiers. Le gros souci, c'est que dans notre pays, c'est pas pour indexer qui que ce soit, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parfois, de génie civil, qui prennent des marchés sans avoir les ressources. Et donc parfois il faut faire des prêts, parfois il faut sous-traiter, et donc ça engendre des retards qui sont énormes. Et malheureusement, quand j'ai vu plein de ponts où on a déjà fait le ferraillage,
mais on n'a pas coulé le béton, donc vous imaginez très bien que ce ferrailleur-là qui va subir... Donc, mais on a un marché de passation des services ARCOP, RMP qui est devenu ARCOP aujourd'hui, d'autres mécanismes sont là. Pourquoi ne pas s'assurer si l'entrepreneur ou bien l'entrepreneur a les moyens pour exécuter les travaux? En réalité, comment est-ce que vous anticipez? La personne reprend un appel d'offres, prend le marché. Oui. Vous n'allez pas lui demander de vous prouver que sa banque lui a fait un découvert, parce qu'en réalité, c'est quand il prend le marché que la banque accepte de lui faire à tête de l'accompagner. Donc souvent, le vrai problème, c'est que voilà, sans compter que parfois aussi, certaines entreprises, pour gagner le marché, cassent tellement les prix qu'après, elles n'ont plus la possibilité de réaliser le marché. Sans compter, vous-même, vous le savez, le fameux 10%, où sur un petit marché, chacun veut prendre pour lui dessus. Parce que la situation est dans tout le pays. C'est vrai que si vous, dans l'Est Mono, parfois vous vous déplacez à moto, on vous voit. Mais parce que plus question d'aller en véhicule aujourd'hui. Non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de localités où vous pouvez avoir la dernière Range Rover, vous n'y arrivez pas. C'est-à-dire que la route est coupée, soit à cause d'un pont qui s'est effondré, soit à cause d'une rivière qui est sortie de son lit, soit tout simplement à cause de l'état de la route. Je peux vous dire que la dernière fois pour aller à Baden-Kopé, sur une quarantaine de kilomètres, j'ai fait 2 heures. En moto? En voiture. En voiture. 2 heures pour faire 40 kilomètres, vous imaginez? Donc, c'est vrai que c'est une situation qui est très 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 difficile. Mais que proposez-vous à cette situation-là qui Non, 3 solutions. C'est que aujourd'hui, il faut considérer que si nous voulons désenclaver les régions, il faut mettre plus d'argent pour les travaux de pistes rurales. Ça, c'est le premier élément. Il faut s'assurer que ces travaux-là sont bien faits, parce que c'est aussi là le second drame, je l'ai dit tout à l'heure. On met de l'argent, mais les travaux parfois ne sont pas bien faits. Et puis pour terminer, il faut s'assurer de la pérennité des ouvrages. Parce que normalement, quand on vous fait un ouvrage, on vous dit écoutez, ça a une durée de vie de 20 ans, de 50 ans, et parfois même en moins de 5 ans, l'ouvrage a déjà des faiblesses et nécessite des travaux supplémentaires. Donc tout ça fait que s'il n'y a pas un vrai contrôle derrière, tout ça fait qu'on jette de l'argent par la fenêtre. Ok, donc aujourd'hui, ce qui se passe, pour le cas des élèves, ce qui s'est passé, le drame qui s'est passé, on a aussi des bâtiments qui ne répondent plus. Des appartements parfois quelque part, il y a d'autres qui sont même sous les arbres. Et que faire pour remédier à tous ces problèmes dans le système éducatif? Vous savez, au mois de mai dernier, dans l'Est Mono, un vent surgi de nulle part a complètement fait effondrer un CG de 500 élèves. Et dans l'urgence, il n'y avait pas d'autre solution que procéder à des cotisations des entre guillemets cadres du village pour bâtir pour reconstruire des appartements, parce que c'était des appartements. Donc aujourd'hui, vous savez, sur le plan des infrastructures, c'est une vraie tragédie que les gens vivent à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu en 2021 un plan qui était un plan ambitieux de 30 000 salles de classe. On a commencé même. On est très loin. Après, on a ramené le truc à 14 000. Aujourd'hui, on en est très loin. Donc, il faut vraiment se retrousser les manches, mais aussi essayer de faire participer des partenaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut tendre, je ne vais pas dire tendre la main, mais il faut prendre du tout venant. Parce que dans ce qui s'est passé dans Blita, je présente encore une fois mes condoléances aux familles, mais peut encore se passer, parce que dès que vous avez ces pluies-là, c'est des appartements dont on ne fait pas de fondation, donc automatiquement la fondation est fragilisée, et en un rien de temps, ça peut arriver quand vous faites le tour du Togo, pas uniquement de l'Est Mono, même parfois, même en longeant la nationale numéro 1, vous voyez plein d'établissements sous paillotte avec des murs entorchis qui sont là. Donc moi je ne suis pas quelqu'un qui passe son temps à jeter la pierre au gouvernement. La réalité est qu'il y a énormément d'écoles qui sont dans des situations précaires et qu'il faut accélérer la construction des salles de classe. Je pense que le rythme actuellement n'est pas bon et n'est pas suffisamment rapide, et il faut vraiment accélérer.
Ok, je pense que le message est reçu par les autorités éducatives et du pays parce que ces pluies-là font beaucoup de dégâts dans les villages. Retour maintenant à votre formation politique, le nouvel engagement togolais. Je pense que vous vous préparez pour les prochaines échéances électorales, même si les dates ne sont pas encore connues. Lors de votre dernier congrès, vous avez mis en ordre de bataille vos militants et pourquoi pas vos représentants à ces scrutins. Après ce congrès-là, qu'est-ce qui est fait encore dans l'agenda du net? Non, mais vous l'avez dit, c'est que pour le moment, on ne connaît pas. On ne connaît pas la date de l'examen. Oui. Donc, du coup, mais on continue la révision. Mais bon. Oui, mais bon, normalement, je pars du principe que tout parti politique mérite de connaître la date des élections 6 mois avant. Donc, du coup, là, nous sommes obligés de se dire que les choses ne sont pas encore précisées. Oui. Nous sommes plutôt, moi ça ne me gêne pas de dire que nous sommes un petit parti qui grandit, parce que c'est uniquement quand on est petit qu'on grandit. Quand on est grand, on ne peut que aller de l'autre côté de la pente. Donc ce que nous faisons, vous savez, le net, c'est 3 éléments: la formation, l'information et la solidarité. Donc la formation, nous continuons à former nos militants aujourd'hui à travers les plateformes numériques. L'information, nous le faisons, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs actuellement. Et puis la solidarité, par exemple, en cette début de rentrée, quasiment une bonne partie des cadres du parti ont fait des dons. Moi, j'étais dans l'Est Mono le vendredi dernier. L'honorable Amegami aussi en a fait à CB. On a des conseillers qui en ont fait à Déticopé, à Badou, à Kara, à Dapan. Une action nationale. Non, mais en fait, on laisse vraiment l'attitude à nos militants de faire parler leur cœur. Moi, j'y étais le vendredi dernier, je retourne ce lundi prochain. Donc voilà, ça, c'est des actions de solidarité. C'est pas obligé, c'est pas le propre d'un parti politique de donner des cahiers, mais il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement à faire. Vous savez, moi, pourquoi je donne les cahiers après la rentrée? C'est que c'est après la rentrée qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont même pas un seul cahier. Et quand une semaine après la rentrée, vous allez dans les écoles, vous dites aux enseignants, j'ai des kits à offrir, mais mettez en priorité les enfants qui ont des difficultés à avoir des fournitures. Donc ça permet de cibler des gens qui sont vraiment dans le besoin. Dans le besoin, oui. Au lieu de donner en amont avant la rentrée à des gens qui ont peut-être déjà acheté leur cahier. Voilà, donc je pense que cette solidarité-là, on va continuer à la faire. Et puis on va être vigilant. Dès qu'on a les dates, on va peut-être rentrer dans une sorte de pré-campagne. Parce que si on commence maintenant, là, on va se souffler. Et puis bon, voilà. Donc, du coup, voilà, on est vraiment dans le 3e triptyque du parti à faire des actions de solidarité pour envoyer à nos enfants ce que nous aussi on a pu avoir. Par rapport à ces élections au niveau de l'Assemblée nationale, est-ce que vous êtes sûr que ça peut se tenir dans cette année 2023? Non, je pense que là, moi, je ne trahis pas un secret. C'est beaucoup plus au CPC parce que les choses se passent plus au CPC. Là aussi, on a connu un arrêt depuis... ouais, normalement ça doit reprendre au mois de... Puisqu'on a des sessions, normalement ça doit reprendre au mois d'octobre. Là, je suppose que vous savez qu'il y a eu aussi un remaniement dans le ministère. Le colonel Awati... voilà, donc je pense qu'il a besoin de prendre un peu ses marques. Mais sur nos échanges avec le CPC, avec le ministre à l'époque, il était projeté des élections qui auront lieu plus tôt entre janvier et février 2024. Mais vous êtes obligé de... Et ça vous arrange au niveau de l'Assemblée, vous allez jouer la prorogation. De toute façon, moi je pars du principe que je serai réélu, donc ça ne change pas grand-chose. Il faut être très optimiste dans la vie. Moi je pars du principe que je serai réélu. Vous ne serez pas candidat ou bien vous n'êtes pas sûr d'être réélu? Non, je dis, du moment où je pars du principe que je serai réélu, donc qu'on fasse prolongation ou pas, c'est la même chose, ça ne me dérange pas. Mais non, je crois que, d'abord, si vous prenez les 10 dernières années, on n'a jamais organisé des élections législatives à l'échéance du mandat. On a toujours prorogé. Moi, j'aurais souhaité qu'on le fasse au mois de décembre, d'abord pour respecter le calendrier, les délais constitutionnels. Mais en réalité, vous savez, quand vous êtes à la veille, vous êtes dans une pression permanente. Parce que vous ne savez pas d'ailleurs à quelle sauce les électeurs vont vous manger. Donc plus tôt ça passe, plus tôt vous êtes libéré. Mais bon, maintenant après il faut aussi prendre le temps de bien faire les choses. Et je crois que les délais tels qu'ils sont aujourd'hui sont obligés
d'être pris en compte dans la date des élections, en faisant en sorte ce que dénoncent vos collègues de l'opposition, c'est ce silence-là qui est en tout le processus. On est dans un vide total, pas de communication ni au niveau de la CENI, ni au niveau du gouvernement. Est-ce qu'au niveau du net aussi, vous êtes inquiet? Mais non, on dénonce ça dans le même sens. À la dernière réunion de CPC, on a demandé un chronogramme. En vous disant d'ailleurs qu'un parti politique ne peut se satisfaire d'un chronogramme qui n'est pas 6 mois minimum de délai. Parce que, est-ce que il y aura un changement du découpage électoral comme le souhaitent certains? Avec mon appui, moi je suis parfaitement d'accord de revoir le découpage électoral. Est-ce que, vous savez, sur les recommandations, on avait demandé un audit du fichier électoral par la francophonie qui a accepté. Un audit, ça ne se fait pas en 2 jours. Donc il y a ces délais-là qu'il faut mettre dans le chronogramme, qui font qu'aujourd'hui on ne peut pas d'abord se satisfaire du silence, et on ne peut pas non plus imaginer qu'on nous dise qu'on a gagné les élections au mois de décembre alors que nous sommes à 2 mois de décembre. Voilà. Mais ce qui est là, c'est que vous êtes prêts, dès que le coup d'envoi sera donné, vous allez mobiliser vos militants pour ces scrutins-là. On va rester à l'Assemblée nationale, M. Djeri Tamam, le 6 octobre dernier, lors de la 2e session ordinaire de l'année. D'abord, vous avez mis en place cette commission, mais vous avez aussi revu le budget rectificatif 2023. Plusieurs circonstances ont été à la base de revoir ce budget 2023, mais vous disiez que vous allez appuyer nos forces de défense et de sécurité sur le terrain et même réhabiliter le CSI Sylvanus Olympio. Aujourd'hui, quelle est la situation sur le terrain? Vous êtes militaire de formation, ce sont vos frères d'armes qui sont là, vous connaissez bien la stratégie, mais les Togolais depuis ce moment sont dans le vide total, on ne communique plus sur ce qui se passe sur le front, mais des rumeurs font état de ce que chaque jour ça crépite sur le terrain. Quelle information avez-vous aujourd'hui sur le terrain, la situation au nord du pays? Non, moi je déplore d'abord le mutisme, le choix. C'est un choix. C'est un choix stratégique moi je trouve que c'est pas productif. On a l'impression aujourd'hui que le peuple ne soutient pas suffisamment ses forces de défense, parce que quand nous arrivons dans le cas extrême où il y a des morts, ces morts-là ne bénéficient pas d'un soutien national. Et moi, je pense que c'est des héros qui nous défendent, qui payent pour cette défense-là le sacrifice suprême, et que nous aurions dû, chaque fois que nous perdons un vaillant combattant dans une région, nous aurions dû nous mobiliser, les députés, les hommes politiques, la société civile, pour aller rendre hommage à ces personnes. Et donc le choix de ne pas communiquer sur nos pertes, pour moi, n'est pas productif. Et le choix aussi de ne pas communiquer sur nos gains. Parce que en réalité, s'il y a quelque chose qui galvanise les gens, c'est de vous dire que, écoutez, on a été attaqué, nous avons perdu 2 gars, mais nous avons infligé des pertes à 20, 30, 40 gars. Aujourd'hui, je ne suis pas, vous savez, je ne suis pas très fan des pays qui ont fait des putschs, mais quand vous regardez leur communication, elles galvanisent les troupes, parce que tous les jours on vous dit oui, il y a eu des assauts ici, on a maté tel nombre de personnes et tout ça. Et je pense que moi, si j'étais aujourd'hui un soldat dans son tour de combat, le fait de savoir que nos troupes gagnent du terrain ou bien infligent des pertes sévères, ça vous galvanise. Ça galvanise. Donc pour moi, je pense que c'était pas le bon choix, mais c'est pas moi qui suis au pouvoir. Donc voilà, c'est un choix qu'ils ont décidé de faire. Je le déplore, mais bon, on est obligé de faire avec. Du coup, ce qui complique un peu la communication, parce que si aujourd'hui j'ai des informations par mes canaux personnels, je n'ai pas le droit, tant que l'information n'est pas officielle, de le mettre sur la place publique, parce que demain on va dire que on va même dire que il y a un secret secret défense que je suis en train de mettre sur le plateau. Donc je le déplore. J'espère que le gouvernement va revenir sur sa position. Nous avons besoin de soutenir tous les Togolais qui perdent la vie ou bien qui sont blessés. Aujourd'hui, moi je vois dans des pays où quand quelqu'un est blessé, il est à l'hôpital, même il y a des élèves qui lui envoient des fruits et tout ça, pour que les gens se sentent soutenus.
Donc, parce qu'ils défendent la nation. Parce qu'ils défendent la nation. Si aujourd'hui nous circulons tranquillement à Lomé, c'est aussi en partie grâce à l'effort qu'ils font. Et puis je profite de votre plateau pour féliciter encore nos forces de défense qui font un travail remarquable dans la partie septentrionale. Moi j'ai été sur des théâtres d'opération, vous ne savez pas comment c'est difficile. Vous avez fait. Voilà, c'est extrêmement difficile. Et vous avez besoin aussi de ce genre d'action-là pour remonter le moral, pour savoir qu'il y a un peuple qui est derrière vous. Ben bien sûr. Ok. Des fonds aussi dégagés, c'est pour la réhabilitation du CHU Sylvanus Olympio. Le ministre Sénégal l'a dit le 6 octobre dernier. Comment ça va se faire? On n'a pas tous les éléments. Et c'est que par exemple, il y a des scanners maintenant qui sont installés. Moi, je ne suis pas pour la réhabilitation du CHU. Moi, je suis pour la construction d'un nouvel hôpital public, moderne. On a de la place. Parce que quand vous arrivez au CHU, vous voyez que c'est réduit, c'est exigu. C'est-à-dire qu'on se marche dessus au CHU. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut même, peut-être en faisant un partenariat public-privé, construire un vrai hôpital. L'hôpital de référence Dr Lafier, à l'image de Dr Lafier. C'est petit. Et puis bon, c'est pas pour dire, mais les soins de santé là-bas, c'est pas le paysan qui va là-bas. Hein. C'est pas donné. Si vous n'êtes pas assuré, vous ne pouvez pas aller. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des hôpitaux comme le CHU, l'hôpital de Baie, tout ça, où même le pauvre peut aller parce que les soins sont quand même des soins communautaires. Pour moi, aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre sur soi de construire un vrai hôpital, un grand hôpital de référence. On a de l'espace parce que là, on fait de les rénovations, on se rend compte que en fait on rénove ici, mais de l'autre côté on est en train de se gâter. Donc pour moi je pense qu'il faut construire carrément un autre centre de santé et qui soit aux normes internationales. L'information a fait grand bruit avant d'aller sur votre commission, la gestion des produits au niveau de ces CHR. On a écouté le cas de ce qui s'est passé au CHR de Caraï et au CHU Sylvanus Olympio. La situation est devenue tellement difficile au niveau du net. Comment vous avez appris cette information? Quelle a été votre réaction suite à la sanction infligée à ce médecin-là qui aurait pris 150 000 auprès du mari d'un malade au CHU Sylvanus Olympio à Lomé, ce qui s'est passé au CHR Cara? Non, d'abord je félicite, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On va dire que peut-être que ces personnes la payent pour le grand nombre. Aujourd'hui, notre système hospitalier est malade. Il faut le reconnaître. Parfois, quand vous arrivez à l'hôpital, vous êtes tellement découragé, rien que par l'accueil, que vous avez envie de... Au fait, même parfois, l'accueil vous guérit tout de suite parce que les gens ne vous parlent pas comme quelqu'un qui est en souffrance et qui a besoin d'être rassuré. Nous on a eu la chance d'aller dans d'autres pays. Quand vous voyez la prise en charge, quand vous arrivez à l'hôpital, vous êtes soulagé, alors que ici vous êtes oppressé, vous êtes stressé quand vous arrivez. Donc il y a un travail de fond. Aujourd'hui, bon, c'est ce qu'on a vu, c'est peut-être pour mettre en garde. C'est une bonne chose, c'est un bon début. Non, c'est un bon début. Oui, mais bon, les affaires de... combien de fois vous ne vous retrouvez pas à l'hôpital et qu'on vous dise, bon ici là, on va pas bien vous soigner. Si vous venez à 18h, ça veut dire que celui qui attend de vous soigner vous dit, non, si vous venez à 18h chez moi, ça veut dire qu'il a une autre clinique oui, c'est-à-dire que en fait aujourd'hui, il faut peut-être à mon sens faire des états généraux de notre système de santé. Il ne faut pas non plus jeter l'opprobre sur les médecins qui travaillent dans des conditions très difficiles, des conditions salariales même d'ailleurs très difficiles. Quand vous faites Bac plus 7, Bac plus 10 et vous vous retrouvez, je ne veux pas dans le salaire, mais honnêtement, le gars qui vend les portables au grand marché gagne plus que toi, il est évident que ça pose des problèmes, ça pose même des problèmes de motivation. Mais je crois que nous avons des héros dans les hôpitaux qui travaillent bien, mais malheureusement, il y a quelques brebis galeuses qui... malheureusement, font de l'ombrage, ternissent l'image du service hospitalier. Et je pense qu'il faut faire réellement. Donc ce qu'il est là, c'est qu'il faut continuer en ce sens-là. Oui, bien sûr, ceux-là qui sont acteurs. Et il faut aussi, en ce moment-là, mettre aussi à contribution les patients. Parce que parfois, c'est une dénonciation qu'on peut agir. Si le patient s'entend avec le soignant, on ne peut rien faire. Donc, il faut aussi que les patients parfois aient le courage de dénoncer certaines situations qui sont inacceptables. Ok. La commission spéciale d'enquête gestion Covid-19 a été mise en place. Monsieur Directement, vous faites partie. Vous êtes le troisième même sur la liste de 27 membres.
Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous allez faire? Non, ben d'abord, j'ai suivi votre élément tout à l'heure. Il faut préciser. La commission n'est pas celle qui va faire les enquêtes ou l'information. La commission est chargée de mettre en place une mission d'enquête et d'information qui sera sans aucun doute mise dans les jours à venir. Et c'est cette mission-là qui fera les auditions et qui établira le rapport. Donc, vous savez très bien que si vous mettez 27 personnes, ça va être beaucoup plus le gros désordre qu'autre chose. Il y aura une mission d'une shortlist et qui sera chargée de faire ce travail. Donc, il faut le préciser. La commission, c'est vraiment une commission qui est chargée de mettre en place. Vous allez déblayer le terrain voilà. Non, elle ne fera même pas de déblayer de terrain. Elle va mettre en place un bureau et le bureau, avec la commission, va désigner une mission. Donc, ceux qui feront le travail, c'est la mission d'information et d'enquête. Donc la mission est différente de ces 27 membres-là? Non, oui, bien sûr. La mission peut-être c'est entre 5, 7 ou 9 personnes, j'en sais rien. Donc, mais non, c'est une petite équipe. Sinon, ben, vous ne travaillez pas quand vous mettez 27 personnes vont poser des questions. Bon, voilà, c'est-à-dire que si chacun même veut parler à chaque passage, ça veut dire que voilà. Vous avez déjà commencé le travail? Parce que non, la commission s'est déjà réunie. Elle va donc mettre en place le bureau, certainement en début de semaine prochaine, et désigner donc la mission. Et à partir de là, c'est la mission qui fera le travail. Ben là, on est en train de grignoter comme sur les 45 jours. Le tout là, dans 45 jours, bon, c'est ce que je vais dire. Oui, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de travaux qui se font déjà en amont pour faire en sorte que maximum peut-être de la semaine prochaine, les auditions commencent. Parce que, contrairement à une commission d'enquête où les parlementaires vont aller dans les ministères pour faire des enquêtes, là, c'est beaucoup plus des auditions. Comme vous le voyez parfois à la télévision, que ce soit aux États-Unis, en France, où la personne vient s'asseoir et la mission est là et pose des questions. Donc, ça va plus vite que si on devait aller dans les ministères pour faire des enquêtes. Mais maintenant, l'intérêt de l'exercice, c'est qu'il faut que les gens de la mission aient suffisamment d'éléments pour faire accoucher, je ne veux pas dire la vérité, mais pour tirer des leçons des dysfonctionnements relevés par la Cour des comptes. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment à un carrefour de chemin parce que c'est la première fois que notre Assemblée nationale joue réellement et pleinement le rôle spécial de contrôle de l'action gouvernementale. Et donc, ceux qui seront dans la mission ont une charge importante, c'est de faire en sorte que ça ne soit pas comme ce que certains Togolais disent, de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, ils ont raison quand même, c'est Togolais qui disent ça. Ils peuvent avoir raison parce que chaque fois qu'on a dit qu'on fait des enquêtes au Togo, la plupart du temps, les enquêtes n'ont jamais abouti. Là, c'est que au moins on a mis un délai, c'est-à-dire qu'on a dit 45 jours. Donc ça veut dire que quel que soit les cas, à la fin des 45 jours, il y aura un rapport. Et bon, je pense qu'on verra par rapport à ça. On marque la pause et on revient concrètement, on va découvrir les autres membres de cette commission. Et est-ce que c'est du sérieux réellement? Parce que pour certains Togolais, c'est encore un nouveau marché de dupes que vous préparez à les amener. On marque la pause, on revient avec notre invité, le député Jerry Tama. Odiatu, nous sommes avec le député Jerry Tama, président du groupe parlementaire NET PDP, président du parti politique NET. Il fait partie de cette commission spéciale d'enquête mise en place par l'Assemblée nationale pour enquêter sur la gestion des fonds de coronavirus. Mais avant, on va découvrir réellement le nom des 27 députés qui composent cette commission spéciale. C'est par le deuxième secrétaire parlementaire, honorable Leradina Rita Doris de Souza Wilson. Composition de la commission spéciale. 1. Acholi Akleso. 2. Agbanou Komi. 3. Tama Komadega. 4. Semonji Maoussi Josu. 5. Chalim Chichao. 6. Balouki Esosimna épouse l'exime. 7. Iou Yaovi Atibé. 8. Kazia Chala. 9. Changbeji Gado. 10. Sodokin Kofi. 11. Tetou Toro. 12. Kambeni Balgeboa. 13. Abounima Molga. 14. Anate Koumealo. 15. Bonnet Adjo. 16. Toupa Orsiki. 17. Alassani Napal. 18. Afeche Yao Doche. 19. Agbandao Kounou Naou. 20. Amadou Yerima Machoud. 21. Pasoli Abelim. 22. Soklengbe Senou. 23. Aoume Zounou Do Gaïtan Maouplonam. 24. Adjoyi Kodjoche. 25. Kagbara Uleja Yabise Miliou Siba Innocent. 26. Mounake Akapo Kossi. Et 27. Baniba Komlan Maouli.
27 membres de cette commission. Honorable Djeri Tama, le doute des Togolais se situe à ce niveau. Il y a quelque temps, c'est devant cette même assemblée que certains qui ont été cités dans le rapport sont venus présenter les faits et apparemment vous avez accepté, vous avez dit oui, mais quelques mois après vous revenez pour encore creuser dans ce dossier-là. Pourquoi ce vote face? D'abord, c'est qu'il n'a jamais été trop tard pour bien faire. Les conditions dans lesquelles le gouvernement avait présenté ce rapport étaient cavalières. Je n'étais pas là à l'Assemblée ce jour-là, mais unanimement nous avons reconnu que, par exemple, le gouvernement était venu nous parler d'un rapport que personne n'avait. C'est-à-dire que, en fait, en dehors de ce que les gens écoutaient sur les réseaux sociaux et dans les médias, on n'avait pas connaissance du fond du dossier. Et c'est à l'initiative d'un certain nombre de députés qu'on a dit, écoutez, c'est vrai que le gouvernement est venu présenter quelque chose en se bombant la poitrine en disant que tout a été bon. Mais aujourd'hui, il serait bien de mieux fouiller dans cette histoire et de poser des questions qu'on aurait peut-être pu poser si nous avions des éléments. Parce que, voilà, les éléments... Bon, cette commission spéciale, ça émane de qui? C'est à l'initiative... Au niveau de l'Assemblée ou bien c'est au niveau du sommet de l'État? Non, c'est une initiative... Parce que pour certains, c'est le chef de l'État qui veut voir clair dans ce dossier, qui vous a poussé... Si le chef de l'État veut voir dans le dossier, clair dans ce dossier, il commet une commission personnelle qui fait les enquêtes. Parce que je peux vous dire que, sauf si vous doutez de la liberté de ton de certaines personnes, en l'occurrence moi, je peux vous dire que si je ne sais pas si je ferai partie de la mission, mais je ne vais pas rentrer dans une mission pour faire le travail de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que nous serons en droit de poser des questions, peut-être qui fâchent, et nous voulons la manifestation, comprendre comment est-ce que certaines choses sont arrivées. Donc je crois que ça, c'est à l'initiative de certains nombre de députés, je ne vais pas vous donner lesquels, mais c'est à l'initiative d'un certain nombre de députés qui ont dit ce serait bien quand même qu'on exerce notre pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale sur ce dossier-là. Je peux vous dire que j'ai plutôt été surpris que ça marche. Parce que parfois, voilà. Donc, oui, on peut à la limite dire ça a rencontré l'assentiment de l'exécutif. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est à l'initiative de l'Assemblée nationale. Parce qu'aux premières heures de cette affaire, la société civile vous a demandé de se saisir du dossier, comme ce fut le cas de vos collègues du Sénégal, même de la Côte d'Ivoire. Mais vous étiez resté muet par rapport à ce dossier. Non, attention. Mais si aujourd'hui vous revenez encore, les Togolais se disent que c'est encore une façon de vous faire écouter et jusqu'après... Non, il faut arriver à convaincre les Togolais que cette commission-là... Non, ce que je vais vous dire, c'est que pour faire une interpellation ou bien pour mettre en place une commission comme celle-là, vous avez vu, il y a eu quoi? Il y a eu un vote. Et donc, on rentre toujours dans la question du fait majoritaire. Moi, j'ai fait une interpellation par rapport à ce sujet, mais avec 4 députés, vous ne pouvez pas faire autre chose que des interpellations. Donc, du coup, aujourd'hui, on est allé à un niveau supérieur parce que l'Assemblée nationale a ratifié la mise en place d'une commission spéciale. Donc voilà, c'est que parfois les gens disent assemblée, mais il faut partir du principe que dans l'Assemblée nationale, il y a le fait majoritaire. Et que vous pouvez, si vous êtes tout seul ou bien si vous êtes minoritaire, vos initiatives ne vont faire long feu justement parce que vous êtes minoritaire. C'est pas ce que vous comprenez. Donc aujourd'hui, c'est une bonne chose que et la majorité et l'opposition à l'Assemblée nationale s'accordent pour mettre en place une commission. Je comprends parfaitement les Togolais qui se disent est-ce que c'est pas pour nous enfumer, bon voilà, maintenant après on verra le résultat. Et maintenant le résultat c'est que si les membres de la mission font preuve de pugnacité, s'ils font preuve de volonté de découvrir entre guillemets la vérité, s'ils font preuve de vouloir faire honneur à l'Assemblée nationale, on aura un rapport. Maintenant, si on reste un peu dans la complaisance, oui, dans ce cas-là, c'est qu'on aurait perdu du temps pour rien. Au finish, quel résultat vous voulez aboutir dans cette affaire? Mais après, quand vous faites ce genre de rapport, vous faites un rapport avec des recommandations. Donc, comme on l'a dit, c'est que ça va arriver sur la table de la présidente de l'Assemblée nationale qui va le communiquer au gouvernement. C'est des recommandations. Donc, c'est des recommandations qu'on peut dire, entre guillemets, le gouvernement peut prendre ou ne pas prendre. Mais en réalité, quand le gouvernement accepte un tel travail, c'est parce qu'eux aussi sont demandeurs d'une
clarification de la situation. Donc on part du principe que il serait assez regrettable qu'on mette autant d'énergie. Vous voyez, 45 jours, ça veut dire que les gens de la mission vont travailler beaucoup. Qu'on mette autant d'énergie pour que le rapport ait dormi quelque part dans les tiroirs. Ok, concrètement, pour certains Togolais, est-ce que les têtes peuvent tomber dans ce dossier? Une enquête, dire que bon, telle personne a pris tel million, et aussi de voir encore circuler comme de l'air dans la vie, ou bien il y aura des interpellations après. Il y a trois niveaux d'intervention. Pour moi, le premier, c'est que si un audit permet d'établir formellement qu'il y a eu de l'argent indûment perçu et qui n'a pas servi à faire le travail, d'abord, première étape, il faut rembourser cet argent. Première étape. C'est-à-dire qu'avant même d'aller à des poursuites judiciaires. Et ensuite, maintenant, le procureur peut se saisir, soit sur le transfert du gouvernement, ou bien même éventuellement s'auto-saisir pour des poursuites sur certains sujets. Mais il faut savoir que, par exemple, pour poursuivre un ministre, c'est la haute cour de justice, c'est pas les tribunaux d'instance qui poursuivent un ministre. Et puis le troisième élément, c'est la sanction politique. C'est-à-dire qu'on peut faire perdre son portefeuille à un ministre, et c'est uniquement quand il a perdu son portefeuille que les juridictions ordinaires peuvent s'occuper de son cas. C'est pas ce que vous comprenez. Donc, il y a trois niveaux. Il y a le niveau où tu as pris l'argent, tu n'as pas fait le travail, ramène l'argent. Deuxième élément, et sanction politique, où il peut perdre son poste. Troisième élément, une fois qu'il est débarqué, en ce moment-là, les juridictions ordinaires peuvent s'occuper des cas de fraude, de corruption, de tout ce qui existe. On va permettre à ceux-là qui nous suivent de participer aussi à ce débat via le 92 02 80 63 99 70 70 90. N'oubliez pas de faire un tour sur le www.victoirefm.com pour aussi poser des questions. Le webmaster Android de l'autre côté va nous les transmettre. Et vous suivez également Victoire FM sur le numéro 576 via le bouquet Canal Plus. Le premier intervenant qui se signale, c'est Bozambo. Bozambo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez, Bozambo? Bozambo, comment tu vas? Oh, je me sens très bien. Tu m'as manqué. Monsieur honorable, soyons sérieux dans ce pays. Je ne vois aucun honorable parmi tous les honorables qui ont demandé de faire l'enquête sur le Covid là. Personne ne peut pas doiter aucun parmi ceux qui ont géré les Covid là. Pardon, c'est pour notre pays, tout le monde connaît qui est puissant, qui n'est pas puissant. Donc pourquoi ils ont créé la Cour de compte? Pourquoi ils ont créé Aplicia? Donc les dossiers là, on doit amener ça à Aplicia. Aplicia doit faire l'enquête, on doit interpeller tous les ministres devant la justice. Pourquoi si les opposants font quelque chose, on appelle automatiquement à la justice? Et pourquoi les autorités qui ont fait quelque chose et vous traînez jusqu'à la fin de votre mandat et on vous propose de faire ce métier-là? Oh, soyons sérieux. Moi, je crois que ne peut pas aller. Moi, pour Sambo, je dis que ça ne peut pas aller. Personne ne peut pas mater personne parmi les gens qui ont conduit Covid là, que vous avez volé. Oui, merci. Merci et bonne émission à tout le monde. Bonne journée à vous, Bozambo. Kodjo, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur Kodjo. Merci. Je voudrais d'abord s'apposer. Il parle de si les têtes vont tomber. Là, c'est pas tout problème. On va même de service à quelqu'un, si les têtes vont tomber, à tomber. Qui ne va pas tomber, je ne sais pas. Ça, c'est une question qui a développé les choses. Haïti, on a du mal à écouter monsieur Kodjo. Monsieur Kodjo, revenez parce que la ligne se dégrade là. On a aussi un autre sympathisant et militant du net qui nous appelle depuis Azaou. C'est Waris, bonjour. Je suis la chef Jidas. Waris, bonjour. Bonjour. Bonjour l'honorable président du groupe parlementaire NET-PDP, président du nouvel engagement populaire, le NET. Permettez-moi de féliciter le président pour sa solidarité, sa disponibilité, sa proximité aux côtés de la population togolaise. Et dire merci aussi à l'honorable Vincent Amegavi pour son intervention.
et son appui aux côtés des élèves vulnérables pour tous ces dons. Ok. Maintenant, par rapport à la thématique du jour, Waris, rapidement. Oui, bon. J'ai des questions pour l'honorable. Rapidement. Entre-temps, il avait eu à lancer des séries de projets, que ce soit le projet Quick-Trou, les lampadaires qui ont eu à placer, tout ça là. Comment font aujourd'hui tout ce qu'ils ont fait sur le plan social? Okay. Maintenant, ma deuxième question, si je peux aller à l'international, l'honorable, en tant que député de la nation, quelle position vous prenez entre ce qui se passe aujourd'hui entre l'Israël et le Hamas? Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Waris depuis Azam. Le dernier, c'est Evangeliste Senghor. Bonjour, M. Senghor. Est-ce qu'il est là, M. Senghor? Oui, Gidas, bonjour. Bonjour. Honorable, bonjour. Bonjour, M. Senghor. Comment vous allez? Oh, très bien. Bon, j'ai deux inquiétudes là. Bon, ok. Pour le cas de l'enquête Covid-19 là. Bon, est-ce que, dites-moi, monsieur l'honorable, c'est dans ce même pays, le Togo, ici, où on avait parlé de ce problème avec l'argent de l'OMS, et jusqu'à ce point-là, vous n'avez rien dit. Même le gouvernement aussi a donné des sanctions que celui qui veut encore parler de ça, on va le foutre en prison. Vous n'avez rien dit. Mais aujourd'hui, avec la pression, je ne sais pas si c'est de l'extérieur sur les accords et qui demande maintenant les enquêtes. Mais dites-moi, en tant que député, est-ce qu'il y a une visibilité à votre niveau? Ce n'est pas une honte? Okay. Voilà. Deuxième question, s'il vous plaît, pour terminer. Rapidement. Aujourd'hui, il y a des sanctions avec le vol des produits dans les hôpitaux autres là. Et on arrête déjà des sanctions. C'est une bonne chose. Mais dis-moi, député de Guéritama, les gens détournés de l'argent dans ce pays, les 500 milliards, les 17 milliards après Kabiri, à l'OTR, les 600 millions. Et maintenant, on sanctionne les petits, on laisse les gros poissons. Mais comment vous allez parler de ce côté-là? Ok. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Senghor. C'est vous qui d'ailleurs qui mettez fin aux réactions téléphoniques, mais rapidement. Pour Monsieur Bozambo, on a déjà des institutions là, plus il y a la Cour des comptes qui ont fait leur travail. Pourquoi aujourd'hui cette affaire revient devant l'Assemblée nationale alors que si c'est un opposant qui est interpellé, la justice saute sur lui, lui voit que bon, vous êtes mal placé pour juger cette affaire. Bon, vous savez, c'est à l'œuvre qu'on voit l'artisan. Moi, je pars du principe qu'on verra le rapport qui va être mis en place. Est-ce que c'est un rapport crédible ou pas? J'en sais rien du tout. Mais je pars du principe que l'Assemblée nationale joue, pour une fois à la limite, son rôle de contrôle de l'action gouvernementale en mettant en place cette commission et cette mission. Maintenant, après, je suis comme Bozambo, je trouve que la Pulsia ne fait pas suffisamment son travail, qu'il y a énormément de situations où la Pulsia aurait dû s'auto-saisir. Nous tous, on a vu le rapport de la Cour des comptes qui a épinglé un certain nombre de mauvaises pratiques. Oui. Et c'est ça, au fait, qui aujourd'hui nous amène à faire cette enquête-là. Donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il pense que c'est comme c'est vous êtes à la fin de votre mandat, vous cherchez quand même une sortie honorable. Ben, écoutez, les députés se font élire dans leur circonscription, c'est pas sur le plan national. Donc du coup, c'est pas parce qu'on fait cette enquête-là que ça permettra à X ou Y de se faire réélire. C'est beaucoup plus des partis politiques qui font leur programme sur le terrain. Donc je vois vraiment pas le rapport entre la fin de mandat et cette enquête. Ok. Par rapport à Waris, depuis Azaou, vous avez lancé certaines actions sociales. Entre-temps, il a parlé du cas des lampadaires. Où en êtes-vous concrètement dans ces projets? Bon, il y a eu deux projets qu'il a cités. Les lampadaires, ça fait maintenant 3 ou 4 ans que les lampadaires sont là. Ils continuent à travailler. Quelques rares, 2% à peu près, ont des difficultés qu'on va remplacer. Et puis il y a le projet Patrou, qui est un projet qui donne un fonds de roulement de 300 000 francs à des groupements de femmes. On est à 6 groupements aujourd'hui pour qu'elles puissent tourner. Au bout d'une année, la plupart des groupements avaient enregistré des taux d'intérêt de
entre 30% et même parfois 50%, ce qui est très positif et nous allons continuer sur ce projet-là. Donc oui, pour le moment, de ce point de vue, c'est plutôt positif. On avait lancé un projet qui est micro-projet Challenge à Lomé, 100 000 francs pour les jeunes porteurs de projets. Ça n'a pas beaucoup marché parce qu'on a eu un taux de remboursement de tout de 50%. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie. On l'avait évoqué ici, si le net est une microfinance, vous avez dit non, c'est Bien des sûr, actions ouais. sociales quand même. Bien Pour, sûr. votre regard sur la guerre Israël? Je l'ai dit à plusieurs reprises, je condamne les attaques de personnes, de personnes civiles, d'enfants, de femmes. Ce que le Hamas a fait le 7, c'est des attaques terroristes, mais au même moment, il faut mettre ça dans un contexte global où les Palestiniens, depuis 1958, ont été privés de tout, sont aujourd'hui dans des prisons à ciel ouvert, avec un blocus intégral et ne vivent pas. Donc, si on ne pense pas à une solution de 2 États dans la péninsule de Palestine, je pense qu'on ne résoudra pas le problème. Par rapport à Senghor, c'est vrai que pour la quête Covid, c'est dans ce même pays qu'on est. Il y a des ministres qui nous ont dit, nous les médias, de ne même plus parler de ce rapport de gestion de la Covid, au risque d'être sanctionné. Vous êtes là, vous avez vu, il y a d'autres institutions internationales, l'OMS aussi. Mais aujourd'hui, vous revenez encore sur ce rapport de Covid-19. Lui, il est toujours Saint Thomas. Monsieur directement pour boucler cette émission, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez à dire aux Togolais aujourd'hui par rapport à l'aboutissement de cette enquête? Non, je le dis encore, écoutez, moi j'ai jamais participé à une enquête parlementaire. C'est peut-être la première fois que je le fais. Je n'y vais pas avec un esprit de défaitiste. Je dis, on va essayer de faire tout ce qu'on peut et pour obtenir des résultats. Maintenant, on verra aux résultats. Mais ce que je voudrais aussi dire aux pasteurs, c'est que, en réalité, parfois, on met tout le monde dans le même moule. Sur l'affaire de la gestion du Covid, nous avons été l'un des premiers à réagir énergiquement en demandant qu'il y ait des sanctions. Donc, parfois, on a aussi tendance à... Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent que nous dénonçons, mais parfois, notre capacité ne va pas au-delà de la dénonciation, faute pour le Parlement, d'une majorité au niveau du Parlement. Mais voilà, donc... Il y a des choses que nous dénonçons, il ne faut peut-être pas mettre le monde dans le même moule. Merci beaucoup à vous, Djeritama, d'être passé dans cette émission. Merci infiniment. Merci à Aïte Messan qui a sur la mise en onde, à Joy Yala sur la page Facebook de la radio. Portez-vous bien. Donc, bon début de week-end à toutes et à tous. À 8h30, Nessina Congo, la rédaction retrouve pour le journal en réveil. Raté toujours câblé sur Victoire FM.